Bonsoir Anne-Hélène Moncani. Bonsoir. Donc, je vais attendre quelques instants que les premiers spectateurs nous rejoignent. Je monte petit à petit. Bonsoir. C'est toujours un moment particulier où les gens sont en train de finir de manger, etc. Déjà courageux de nous rejoindre à cette heure-là. C'est ça. Bonsoir Lulu Loire, merci d'être avec nous à nouveau ce soir. Merci de nous suivre. Donc, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur la page du Forum de l'enfance libre pour la suite de cet entretien autour de la pédocriminalité. C'est un sujet lourd, mais malheureusement tout à fait d'actualité, face auquel la réponse est encore trop souvent le silence, l'ignorance, le déni et le tabou. Pourtant, des milliers d'enfants et d'adultes sont concernés. Comme d'habitude, avant de présenter notre intervenant du soir, Anne-Hélène Moncani, je fais un petit avertissement, car le sujet des violences sexuelles n'est pas un sujet anodin. En parler ou en entendre parler peut réactiver des traumatismes. Si vous vous sentez déstabilisé, perturbé par ce que vous entendez, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et à y revenir plus tard. Toutes les vidéos seront disponibles en replay. Respectez vos limites, très important. Pour être orienté vers une écoute, de la documentation ou un accompagnement thérapeutique, des ressources gratuites vous sont proposées automatiquement en cliquant sur l'onglet « Contacter par message privé » sur la page Facebook du Forum de l'enfance libre. Vous pouvez également nous contacter directement par mail et nous vous redirigerons associationlenfancelibre@gmail.com. Bonsoir Anne-Hélène Moncani. Bonsoir. Vous êtes psychiatre en milieu pénitentiaire et à ce titre, vous suivez et accompagnez des auteurs de violences sexuelles. Vous êtes également président de la Fédération française des CRIAF de France, qui sont les centres de ressources et d'information pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles, et vous êtes président du CRIAF de Midi-Pyrénées. Ces centres, plus d'une vingtaine en France, sont des centres d'experts et de ressources qui ont des missions de formation, de documentation, de recherche, d'accompagnement des équipes de terrain et de développement de réseau. Anne-Hélène Moncani, merci d'être avec nous ce soir pour aborder un aspect encore tabou dans les violences sexuelles, celui de la prise en charge des auteurs d'agressions sexuelles. Merci à vous de m'accueillir. C'est un plaisir. Pour commencer, est-ce qu'il existe une différence entre un pédophile et un pédocriminel ? Alors oui, pour nous, médecins, il existe une différence qui est majeure et fondamentale, et je suis ravie que vous commenciez par cette question-là, parce que c'est une question essentielle. Pour la médecine, la pédophilie, le trouble pédophilique est un trouble psychiatrique qui existe dans les classifications des maladies psychiatriques et qui est défini par l'attirance sexuelle pour les enfants, une attirance chronique pendant plus de 6 mois. C'est un critère arbitraire, mais c'est pour signifier que c'est quelque chose qui s'installe dans la durée et qui n'est pas diagnostiqué sur un passage à l'acte, mais bien sur une attirance sexuelle pour des enfants. Alors, bien sûr, l'idée est de pouvoir intervenir et prendre en charge avant qu'il y ait tout passage à l'acte sur des enfants. C'est-à-dire que le fait d'avoir agressé sexuellement un enfant n'est pas un critère diagnostique en soi. En revanche, la pédocriminalité, c'est le fait d'agresser sexuellement un enfant. Et dès lors qu'il y a ne serait-ce qu'une seule agression sur un mineur ou des téléchargements d'images pédopornographiques, on est déjà dans la pédocriminalité. Et on peut agresser sexuellement des enfants sans être... Alors attention, parce que c'est un peu complexe, mais je profite d'avoir un peu le temps de l'expliquer. On peut agresser sexuellement des enfants sans être nécessairement attiré sexuellement par eux et être plus dans une dimension de violence, d'agressivité, de destruction. Pour cela, l'attirance sexuelle n'est pas absolument nécessaire. Donc pour nous, bien sûr, la pédophilie et la pédocriminalité peuvent se recouper, et c'est pour ça qu'il faut qu'on intervienne auprès des personnes qui présentent un trouble pédophilique, mais pas nécessairement. Et donc, on a des personnes pédophiles qui n'agresseront jamais un enfant et des personnes qui agressent des enfants qui n'ont pas d'attirance sexuelle pour les enfants. Ok. C'est-à-dire qu'un pédocriminel n'est pas obligatoirement un pédophile. Non.
Non, et c'est vrai que dans le langage courant, la confusion est souvent faite encore que grâce à des associations comme la vôtre, au travail qui est fait autour de ça, la distinction commence à se faire et elle est absolument fondamentale parce qu'en plus, dans la notion de pédophilie, il y a toujours cette question de philie, l'amour, L'amour, ouais. voilà, qui pour nous évidemment est très problématique puisque l'agression sexuelle d'un enfant, c'est tout sauf de l'amour. Donc la pédocriminalité est beaucoup plus parlante. Mhm. Oui, vous pointez quelque chose d'intéressant, c'est que pourquoi en fait la société pointe du doigt les pédophiles au même titre que les pédocriminels, encore aujourd'hui. Je pense que au début, enfin au début, la question de la pédophilie, ce n'est pas une question récente, bien sûr, mais on voit bien qu'au travers le temps, elle n'a pas été traitée de la même manière. Et d'ailleurs, il y avait une tolérance sociétale, y compris dans notre propre société, hein, récemment. On l'a vu beaucoup avec l'affaire de Matzneff, par exemple. Mhm. Dans les années 60-70, il y avait des intellectuels qui défendaient des positions pédophiles, mais donc, la question de non seulement de l'attirance sexuelle pour des enfants, mais de pouvoir la mettre en pratique, ce qui relevait déjà à l'époque de la pédocriminalité d'ailleurs. Mais du coup, il y a eu une confusion autour des termes. Quand il y a eu les grandes affaires très médiatisées aussi dans les années 90, du trou ou trop, on a parlé de pédophilie à tort, à chaque fois, hein, dans les médias, et même les experts parlaient de pédophilie, mais finalement, de façon erronée, en utilisant mal ce terme. C'est ce terme qui s'est inscrit dans l'imaginaire collectif. Mhm. Or, finalement, cette notion de pédocriminalité qui est beaucoup plus adaptée, elle apparaît assez tardivement. Ok. Et qui sont ces pédocriminels? Alors, qui sont ces pédocriminels? C'est une vaste question parce que, bien sûr, vous imaginez bien qu'il n'y a pas un profil type. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que le profil peut-être d'ailleurs un peu stéréotypé qu'on a en tête et qui avait pu être véhiculé notamment lors de ces grandes affaires médiatiques, hein, du prédateur dans la rue, inconnu, ça ne correspond absolument pas à la réalité des violences sexuelles sur mineurs. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que 3/4 des violences sexuelles sur mineurs ont lieu par des personnes de l'entourage proche, voire de la famille. Donc, Mhm. je ne vais pas vous dresser, je ne vais pas tomber dans le piège de dresser un autre stéréotype, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on sait aujourd'hui que le pédocriminel, la plupart du temps, c'est quelqu'un de l'entourage proche. C'est pas marqué sur son front, c'est pas quelqu'un qu'on peut repérer de loin, et c'est bien ça qui rend les choses difficiles, et en particulier pour les enfants, bien sûr, parce que souvent il y a de la confiance qui va s'installer, une relation qui va s'installer avant l'agression sexuelle. Vous dites qu'il n'y a pas de profil type. Vous, quel type de profil vous rencontrez dans votre métier en tant que psychiatre? Alors moi, donc, comme je vous l'ai dit, je travaille en prison, donc je travaille auprès de personnes pédocriminelles, donc c'est-à-dire des personnes qui ont commis des infractions à caractère sexuel, pas que sur les mineurs d'ailleurs, hein. Mais donc déjà, ça c'est une distinction importante pour nous dans la compréhension. Là, je vais vous parler de profil clinique parce que c'est notre travail, nous, ça va être la question de la compréhension et du repérage du profil clinique pour pouvoir ajuster la prise en charge thérapeutique. Mhm. Donc, on va distinguer de savoir donc, si c'est des personnes qui ont agressé des mineurs ou des adultes, ça va pas, souvent, ce n'est pas les mêmes mécanismes qui sont en jeu. Si c'est quelque chose, si l'agression s'est produite une fois ou s'il y a eu des agressions qui ont été répétées, s'il y a un trouble pédophilique ou non, et la prise en charge ne sera pas la même. Si on était, si les personnes elles-mêmes étaient prises dans des relations où les personnes ont été confuses dans leur relation à l'enfant, c'est-à-dire qu'elles pouvaient dire qu'elles aimaient l'enfant, mais bien sûr avec un amour qui n'était pas du tout adapté pour un enfant, ou des personnes qui étaient dans la violence destructrice, sadique, alors nous on va utiliser plutôt ces termes-là, avec de la violence physique associée, de la violence morale, de l'humiliation, etc. Et tout ça va faire que, et on va analyser aussi l'histoire du sujet, le fait de savoir si consommer des toxiques, ce qui peut faciliter le passage à l'acte, les intérêts. Ouais, est-ce qu'il y a des formes d'addiction quelque part? Exactement. Est-ce qu'il y a des problèmes relationnels anciens? Quel était l'environnement social du sujet, etc. Et à partir de toute cette évaluation, on va faire un diagnostic et Mhm. puis proposer la prise en charge thérapeutique la plus ajustée. D'accord. En France, quelle proportion d'hommes et de femmes sont concernés, d'une part par la pédophilie et peut-être après par la pédocriminalité? Alors ça, c'est une très bonne question à laquelle j'aimerais beaucoup pouvoir vous répondre de façon fiable, mais vous l'avez peut-être déjà évoqué
lors des précédents entretiens que vous avez pu avoir sur le sujet des violences sexuelles, une des grandes difficultés sur les violences sexuelles, c'est la fiabilité des chiffres. Parce qu'on sait que, alors bien sûr, on peut utiliser les chiffres judiciaires, hein, mais on sait que ça représente malheureusement probablement une faible partie de la réalité des violences sexuelles. Alors, sur les enquêtes de victimation, donc ce qu'on appelle les enquêtes de victimation, c'est-à-dire où on évalue en population générale le nombre de personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles, mais ça peut être d'autres choses, hein. On a des chiffres peut-être un peu plus fiables, mais dans ces enquêtes-là, on n'évalue pas les personnes qui auraient commis des actes d'agression sexuelle. Donc, on va avoir peu de chiffres. Ce qu'on sait sur les chiffres judiciaires, donc là je parle de pédocriminalité, sur les chiffres judiciaires, on posait la question des hommes, des femmes, c'est un tout petit pourcentage de femmes dans les affaires de criminalité sexuelle judiciarisée. Et quand elles sont condamnées, en général, c'est souvent plus dans des affaires de complicité. Voilà. D'accord. Ensuite, sur la question de la prévalence du trouble pédophilique, donc là je parle du côté médical, la prévalence qu'on utilise en médecine, il y a quelques... Donc, de personnes qui ont des fantasmes et l'intérêt pour les enfants. Oui, exactement. Il y a quelques études qui montrent des chiffres relativement plus importants que ce qu'on pourrait imaginer, en tout cas, autour de 5-6%, parfois jusqu'à 10%. Les chiffres ne sont pas concordants entre toutes les études, et avec là aussi une majorité d'hommes, mais pas que. Okay. Et encore une fois, très probablement qu'il y a une sous-déclaration, ce n'est pas des choses dont on parle facilement. Il y a une difficulté à établir des chiffres cohérents par rapport au fait que c'est encore un tabou dans la société, c'est ça? Clairement. D'abord, la question est rarement posée. Alors déjà, les faits de violence sexuelle sont rarement judiciarisés, donc c'est pour ça qu'on sait qu'on ne peut pas tellement s'appuyer sur les chiffres de la justice, ni même sur ceux de la police. Et puis après, donc, comme je vous le disais, sur les enquêtes de victimation, on va plus souvent poser la question des violences sexuelles subies que des violences sexuelles commises. Et puis, quand bien même on poserait la question aux personnes, ça reste un sujet très difficile à évaluer. Qu'est-ce que c'est? Alors, on sait à peu près tous ce qu'est un homme auteur de violences sexuelles. On en parle plus rarement. Qu'est-ce que c'est une femme auteur de violences sexuelles? Alors là aussi, il y a quelques travaux scientifiques qui existent sur la question, mais toujours sur des très petits échantillons de femmes auteurs de violences sexuelles, puisque, comme je vous le disais, il y a très peu de femmes condamnées pour des faits de violences sexuelles. Alors, déjà, il faut savoir qu'en France, je parlais des chiffres français, la population carcérale féminine représente 3 à 4% de la population carcérale, tout motif confondu. Donc là, c'est une toute petite minorité. Et au sein de ces 3 à 4%, il y a quelques femmes condamnées pour des violences sexuelles, mais ça représente même pas 1% des femmes condamnées. Voilà, donc c'est des tout petits chiffres. Et ce qu'on retrouve donc sur ces échantillons, mais c'est vraiment à prendre avec prudence parce que ça représente peu de femmes, c'est souvent des agressions sexuelles sur mineurs, le plus souvent, et souvent où elles n'agissent pas seules, donc plus dans une complicité ou parce qu'elles ont fermé les yeux même sur les agressions sexuelles commises par le compagnon souvent, ou alors en complicité avec des actes commis par les femmes aussi, mais avec leur compagnon. Il y a quand même une question, c'est de savoir si on ne passe pas à côté des violences sexuelles commises par les femmes. Parce que ça, ce dont je vous parle, c'est ce qui a été vu, condamné, etc. Alors déjà, la violence sexuelle commise par des hommes est tabou, mais la violence sexuelle commise par des femmes, a fortiori. Donc, on est à peu près certain qu'il y a là une tâche aveugle difficile à prendre en compte et donc à prendre en charge et donc à prévenir. Ok, oui, c'est tout un espèce de cercle vicieux qui s'installe. Pour revenir à ça, je précise que l'association organisera un forum sur la pédophilie féminine explicitement qui aura lieu en 2021. Donc, à cette occasion, on aura l'occasion à nouveau de parler de violences sexuelles sur mineurs et cette fois-ci pour les femmes auteurs de violences sexuelles. Qu'est-ce que ça veut dire être attiré par des enfants? Attiré sexuellement. Attiré sexuellement, oui. Il me manque un mot dans ma question, absolument. Oui, mais c'est important parce que si on parle de pédophilie, c'est bien de ça qu'on parle. Oui, absolument. Donc nous, ce qu'on va rechercher pour poser un diagnostic de trouble pédophilique, c'est effectivement une attirance sexuelle pour des enfants, donc qui se manifeste comment? Qui se manifeste par des fantasmes sexuels avec des enfants, éventuellement par des conduites masturbatoires avec des scénarios impliquant des enfants,
La consultation, pas toujours, mais il faut le rechercher. En tout cas, pour nous, c'est une donnée qu'on va rechercher, la consultation d'images pédopornographiques, par exemple. Et puis, au dernier degré, quand on n'a pas pu intervenir avant, et pour nous, c'est un peu un échec si on n'a pas pu repérer les personnes et les aider avant qu'elles ne passent à l'acte, l'agression sexuelle sur nous, bien sûr. À partir de quel moment on peut basculer du fantasme sans se rendre compte à la pulsion, finalement, au passage à l'acte? Je pense qu'il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est que l'attirance sexuelle, c'est pas quelque chose que les personnes choisissent consciemment. Ça, c'est valable pour toutes les attirances sexuelles, hein, quelles qu'elles soient. En revanche, les actes sexuels, les conduites sexuelles, c'est quelque chose qu'on décide, dont on est responsable. Donc, quelqu'un qui est attiré sexuellement par un enfant, qui a une personnalité, j'allais dire, normale, même si, bon, c'est que la normalité en médecine, surtout, c'est compliqué, mais en tout cas, une personnalité bien structurée, qui connaît les règles, qui connaît les interdits, qui peut faire preuve d'empathie, qui peut se mettre à la place de l'enfant. Cette personne, elle va repérer qu'elle a une attirance sexuelle problématique pour elle-même, mais elle sait aussi que c'est interdit de passer à l'acte sur des enfants. Elle ne passera pas à l'acte parce qu'elle sait que ça peut faire du mal à l'enfant. Et donc, c'est tout ça qui va mettre des barrières et des freins. Voilà. Ceux qui passent à l'acte, en général, c'est quand il y a une défaillance de ce côté-là. Sur l'inhibition, sur la Sur compréhension de la règle. Sur le contrôle, alors ça peut être soit sur le rapport à l'interdit, la compréhension de la règle, ça peut être soit, comme je vous disais tout à l'heure, les personnes qui ont une représentation confuse, et ça souvent on retrouve dans la façon dont ils se sont construits, dans leur histoire, des relations déjà avec les adultes qui étaient confuses lorsque même étaient enfants, donc des représentations confuses sur ce que c'est la relation entre un adulte et un enfant, et qui pensent que, et nous c'est ce qu'on appelle des cognitions erronées, on va aller travailler là-dessus, que quand on aime un enfant, on peut lui faire des câlins, ça peut aller plus loin, et que peut-être l'enfant va y prendre du plaisir. Ça, ce sont des cognitions erronées, c'est de la confusion, puisqu'on sait qu'un enfant n'a pas du tout la même conception qu'un adulte de ce qu'est une relation sexuelle, et que non, l'enfant n'a pas de relation érotisée avec les adultes. En tout cas, c'est vraiment à l'adulte de mettre la limite à cet endroit-là. Ça peut être aussi, c'est ce que je vous disais, ce qu'on va rechercher aussi, par exemple, des personnes qui ont conscience de ces interdits ou du mal qu'ils peuvent faire aux enfants vont pouvoir se contrôler, mais si à un moment donné, elles sont dans un moment de fragilité ou qu'elles consomment des produits qui vont lever les inhibitions, et ça c'est valable pour tous les passages à l'acte, il y a un risque qui est majoré. Voilà. Quelqu'un qui consomme beaucoup d'alcool, par exemple, c'est quelque chose qui va nous inquiéter parce qu'on sait que ça peut faciliter un passage à l'acte. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'un pédophile ne passera pas à l'acte? En miroir, tout ce que je viens de vous expliquer là, quelqu'un qui sait que c'est interdit, mais à la limite, le levier le plus puissant, c'est quand même quelqu'un qui a des capacités d'empathie normales ou adaptées et qui sait qu'un enfant ne désire pas une relation sexuelle avec un adulte. Donc, sait qu'il va faire du mal à l'enfant s'il va trop loin. Et donc, ça c'est normalement, encore une fois, je mets le normalement entre guillemets, mais en tout cas, chez les personnes qui se sont constituées normalement névrosées, j'allais dire, c'est des choses qui permettent d'empêcher la violence sexuelle sur enfant et de façon beaucoup plus générale, la violence, quelle qu'elle soit. C'est ça qui nous permet de ne pas être violent avec autrui, c'est quand on se représente le mal que ça va lui faire. Est-ce qu'en parler peut être un moyen d'éviter le passage à l'acte? Oui, alors en tout cas, nous, clairement, c'est quelque chose qu'on met en avant aujourd'hui parce que dans d'autres pays, ils le font depuis bien plus longtemps que nous, en Allemagne. Vous pouvez citer des pays, ouais, l'Allemagne. Par exemple, mais en Suède aussi, au Canada. C'est vrai qu'en Allemagne, en Angleterre, ça fait 10 ans, voire 15 ans que ça existe. Ils ont mis en place des numéros d'écoute, des dispositifs où les personnes attirées sexuellement par les enfants peuvent appeler pour être orientées vers des soins. Et en France, ça n'existait pas ou peu. Il y a quand même une association qui s'appelle l'Ange Bleu qui avait ouvert un site internet et une ligne d'appel pour les personnes il y a quelques années maintenant. Mais l'action des CRIAPS, que je représente de la présidence de la fédération, est une action de professionnels, de médecins, de soignants, d'infirmiers, de psychologues. Et donc, notre idée, c'était de mettre en place un dispositif un peu identique à celui de l'Allemagne ou de l'Angleterre, qui est un dispositif de professionnels du soin également, et qui permettent que les personnes attirées sexuellement par les enfants appellent, puissent être évaluées, et en fonction de cette évaluation que je vous ai décrite tout à l'heure, puissent être orientées vers les soins adaptés.
Et l'idée, c'est pas juste d'en parler. C'est important de pouvoir en parler déjà, ça c'est la première chose. Mais ensuite, il faut que cette parole soit reçue et Mhm. qu'on puisse en faire quelque chose. Et comme je vous l'ai dit, c'est un trouble psychiatrique. Un trouble psychiatrique, ça se soigne. En tout cas, alors ça ne se guérit pas toujours. Hein, c'est un peu la difficulté en psychiatrie, quelles que soient d'ailleurs les pathologies dont on s'occupe. Mais par contre, ça se soigne, ça s'accompagne. Et on met en place, les soignants mettent en place tout ce qu'ils peuvent pour éviter les rechutes. Et en ce qui concerne le trouble pédophilique, pour éviter évidemment les passages à l'acte. Mhm. Comment libérer la parole des auteurs de violences sexuelles? C'est une très bonne question. Je pense que toutes les distinctions qu'on vient d'évoquer ensemble sont importantes pour ça. Parce que les personnes pédophiles, donc attirées sexuellement par les enfants, même si elles n'ont jamais agressé d'enfants, et même si elles ne souhaitent pas le faire, ben, elles, comme tout le monde, elles entendent les messages véhiculés par la population générale, par les médias, et donc ça peut inhiber la parole sur la question de la pédophilie, puisque c'est quand même quelque chose de très lourd à porter. Mhm. Donc ça, c'est la première chose, c'est de pouvoir dire ce qui est condamnable, extrêmement condamnable, et ce contre quoi nous devons tous lutter, c'est l'agression sexuelle d'enfants, l'agression d'enfants en général, l'agression sexuelle d'enfants, ce qui nous concerne. Mais par contre, le fait d'avoir une attirance sexuelle par des enfants, oui, peut-être augmente le risque d'agression sexuelle sur enfants, mais justement, vous pouvez intervenir, vous pouvez agir avant de passer à l'acte. Donc ça, c'est vraiment le message qui nous paraît clé. C'est un message de prévention. Si vous sentez que vous êtes en difficulté par rapport à ça, si vous sentez que vous avez une attirance sexuelle problématique, ne restez pas tout seul avec ça. Sollicitez l'aide des professionnels, sollicitez le numéro qu'on a mis en place. Mhm. Et comment peut-on savoir qu'on est dans une attitude déviante à un moment donné? Je pense notamment aux femmes auteurs, aux hommes auteurs. Parfois, qui sont parents ou pas, parfois, ils ne le savent pas. Sur les comportements Oui, sur les comportements, oui. Mm. Oui, alors vous avez raison, là aussi, quelqu'un qui, par exemple, a une attirance sexuelle exclusive pour les enfants, qui est très envahi par ça, il va repérer qu'il y a un problème. Il sait que ce n'est pas l'attirance sexuelle de tout le monde, à moins de vivre sur notre planète, mais sinon, ces personnes-là le repèrent. Par contre, quand c'est plus limite, effectivement, quand on est plus sur des comportements, alors vous avez évoqué les femmes, parce que peut-être vous pensez... Au nursing pathologique, oui. Exactement. C'est plus compliqué, et c'est plus compliqué pour les personnes parce que pour tout le monde, déjà, la nuance n'est pas toujours évidente. Enfin, pour tout le monde. Pas pour tout le monde, parce que les professionnels qui travaillent sur ça, un peu moins, mais en tout cas, c'est pas si évident si vous allez demander dans la rue où on peut aller, dans les caresses, etc., ce qui relève du normal, du pathologique, dans le fait de dormir avec son enfant, de prendre le bain, les bisous, enfin, tout ça, c'est pas si simple quand on est parent. Et puis, en effet, surtout, il y a des parents qui ont eu peu de repères, se sont construits dans des environnements peu repérants, où il y avait déjà de la confusion. Et là, on aborde un autre sujet un peu en filigrane, hein, qui est la question de l'incestualité dont parlera Camier, c'est-à-dire qu'il y a des climats familiaux où les enfants ont grandi, alors sans nécessairement qu'il y ait d'agression sexuelle, mais un climat, donc ce qu'on va appeler d'incestualité, c'est-à-dire avec peu d'intimité, peu de distinction entre les uns et les autres, entre les adultes, les enfants, les générations, et puis un climat un peu généralisé de confusion comme ça, avec des enfants qui sont mis à une place parentale et des parents qui souvent présentent une immaturité. Et donc les enfants qui grandissent dans ces milieux-là, ils n'ont pas forcément les mêmes repères que tout le monde, les bons repères quand ils deviennent à leur tour parents. Pour nous, c'est un enjeu essentiel aussi. On a piloté avec les CRIAPS et puis d'autres associations de professionnels qui travaillent dans ce champ-là une audition publique en 2018 sur la question de la prise en charge des auteurs de violences sexuelles et de la prévention des violences sexuelles. Et quand nous, on dit prévention des violences sexuelles, on a vraiment à cœur de faire de la prévention auprès des victimes potentielles, mais aussi, et j'allais même dire surtout, auprès des auteurs potentiels. Pourquoi je dis surtout? Parce que responsabiliser les victimes, c'est compliqué. La prévention, en réalité, il faut surtout donc dire aux victimes, aux victimes potentielles, faites attention, n'allez pas dans tel endroit, ne vous habillez pas de telle manière, apprenez à dire non, etc. C'est compliqué. Et si on veut vraiment être efficace faire de la prévention efficace, il faut surtout travailler auprès des auteurs potentiels. Il y a tout un travail à faire, mais une des perspectives de cette audition publique, c'était notamment l'accompagnement à la parentalité autour de ces questions-là. Voilà. C'est-à-dire de faire en sorte que ce ne soit pas un sujet tabou avec les jeunes parents, et notamment quand on sait que ces parents ont des histoires familiales compliquées, parfois avec un climat d'incestualité, parfois même avec des antécédents de victimation.
pour les parents qui nous écoutent, on a abordé ces questions-là d'atmosphère incestuelle avec Soraya Desmourad-Frères et notamment par rapport à la parentalité et l'éducation à la sexualité pour les histoires avec Nicole Andrieux qui est sage-femme. Du coup, ça vous permettra d'approfondir ces questionnements-là qu'on aborde là de manière rapide. Merci beaucoup pour votre réponse. Il y a une question de Jean-Guillaume qui dit, comme l'a montré entre autres Alice Miller, est-ce que les personnes qui passent à l'acte sur les enfants sont d'anciens enfants victimes de maltraitance de toutes sortes? Quel est votre constat à ce sujet-là? Oui, alors effectivement, c'est une question importante. Donc, si on prend les chiffres dans les études scientifiques, on retrouve parmi les auteurs de violences sexuelles, et là les chiffres sont assez cohérents entre les études, on retrouve environ 30% des auteurs qui ont été eux-mêmes victimes de violences sexuelles dans leur histoire. 1 sur 3. Dans mon expérience, des personnes que je suis, le 1 sur 3 colle à peu près, mais en revanche, il y a une proportion beaucoup plus importante de personnes qui ont été victimes d'autres types de traumatismes, quels qu'ils soient, ou de carences. Il y a les traumatismes, mais il y a aussi la question des carences, notamment les carences affectives, les carences éducatives. Et ça, c'est quand même une grande majorité. C'est pour ça que je pense vraiment que cette question des repères tôt, ou si on n'arrive pas à les mettre en place tôt, mais il n'est jamais trop tard pour les mettre en place, elle est vraiment absolument fondamentale pour limiter les phénomènes de violence. D'accord. Je reviens juste sur le terme pédocriminel et pédophilie parce qu'il y a un commentaire d'une personne qui vient juste d'arriver qui pose la question, pourriez-vous employer le terme de pédocriminel et remplacer celui de pédophile, source d'ambiguïté? Peut-être réexpliquer rapidement pourquoi on utilise le terme de pédophilie et parfois celui de pédocriminel. Oui, bien sûr. Donc, pédocriminel, c'est toute personne qui a commis une agression sexuelle sur mineur, y compris des téléchargements ou des consultations d'images pédopornographiques. Pédophilie, en réalité, moi je parle de trouble pédophilique parce que c'est le terme qui est utilisé dans les classifications diagnostiques des maladies mentales, des troubles mentaux. Donc, c'est un terme médical et nous, on l'utilise vraiment comme un terme médical et c'est un diagnostic qui est défini par une attirance sexuelle chronique pour les enfants, répétée et le diagnostic ne nécessite pas forcément, il n'y a pas toujours de passage à l'acte et d'agression sexuelle et donc de pédocriminalité pour les personnes pédophiles. Donc, c'est vraiment deux notions à distinguer, mais en effet, dès lors qu'il y a agression sexuelle sur mineur, il faut parler de pédocriminalité. Cette personne a raison. Il faut aussi connaître, en particulier quand on est dans le milieu du soin, le trouble pédophilique parce que ça se soigne et qu'on doit absolument proposer les soins adaptés pour éviter qu'il y ait de la pédocriminalité associée. Voilà, j'espère que ça répondra donc à Georges Buzyn pour son commentaire. Moi, je veux continuer sur cette question d'attitude, de prévention. Qu'est-ce qui peut nous alerter et nous questionner en tant que proches? Sur la possibilité Voilà, un proche qui soit attiré sexuellement par des enfants, voire qu'il y ait eu du passage à l'acte. Difficile à dire parce que ça va dépendre là aussi des profils cliniques. Je pense que ce qui peut alerter, c'est des attitudes ambiguës avec les enfants ou des représentations erronées sur les signaux que peuvent envoyer les enfants. Vous pouvez donner un exemple d'attitude ambiguë avec des enfants? Alors, des représentations erronées sur les attitudes ambiguës, c'est ce qu'on appelle les cognitions erronées. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai certains de mes patients qui, au début de la thérapie, considèrent qu'une petite fille qui monte sur les genoux, qui fait des câlins, c'est que peut-être elle a envie de plus ou qu'elle est dans la séduction. Ou que, voilà. Et ça, c'est typiquement une cognition erronée parce que une petite fille n'est pas dans la séduction, en tout cas au sens où l'entendent ces personnes-là qui pensent à un rapport érotisé d'adulte à adulte. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses qui doivent alerter. En tout cas, dès lors qu'on entend ce type de phrase ou d'idées suggérées, je pense que c'est vraiment important de remettre les choses à leur place avec notre entourage proche, si ça doit arriver. Après, clairement, on a des familles qui nous appellent donc sur le numéro de téléphone de prévention dont je vous parlais. Ça arrive qu'il y ait des proches qui appellent. Souvent, ce qui alerte, c'est déjà au-delà, c'est la consultation d'images pédopornographiques, dans l'historique, qu'il y ait des consultations de sites, etc., des choses comme ça.
vous travaillez aussi avec la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ. En quoi les auteurs mineurs sont donc les mineurs qui, euh, j'ai perdu le mot, ben, qui sont, alors on peut pas appeler ça des pédocriminels, mais aidez-moi s'il vous plaît, j'ai le mot qui me manque. Oui, qui sont auteurs de violences Oui, sexuelles. qui sont auteurs de violences sexuelles, voilà, c'est ce que je cherchais, sont une tâche aveugle parmi les auteurs de violences sexuelles. Ouais, alors même que, en fait, il y a un chiffre qui est vraiment important à connaître, hein, c'est qu'un quart des agressions sexuelles sur mineurs sont commises par des mineurs. Voilà. D'accord. Donc Donc, c'est assez important. oui, un quart, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il y a une nécessité absolue d'intervention à ce moment-là sur ces mineurs-là, donc qui sont des mineurs auteurs. Alors pour deux raisons. D'abord, puisque donc, je viens de vous le dire, c'est quand même une proportion importante. Et aussi parce que on sait que plus on agit tôt, plus on prend en charge précocement, et plus les trajectoires délinquentielles, criminelles peuvent s'infléchir. Et que quand on intervient auprès d'un adolescent, il y a encore plein de choses qui peuvent bouger, beaucoup plus, malheureusement, c'est comme ça, que chez les adultes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour nous. Les adolescents ne doivent pas être figés dans cette identité d'auteur de violences sexuelles parce que ça bouge beaucoup à l'adolescence. Mais par contre, il faut vraiment intervenir le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Qu'est-ce qui existe déjà pour ces auteurs mineurs de violences sexuelles dans la Alors, prise en charge, hein, je sais pas dans la prise en charge, alors pour ceux qui sont passés à l'acte, hein, qui ont été judiciarisés, la plupart du temps, donc il y a des mesures éducatives, hein, alors, il y a des mesures judiciaires. D'abord, il y a des condamnations à partir de 13 ans, hein, qui peuvent aller jusqu'à l'incarcération, même si ce n'est pas la majorité des cas, mais c'est possible. Et puis, bon, ce qui est certain, c'est que pour les mineurs, c'est toujours accompagné, donc les mesures, les sanctions sont toujours accompagnées de mesures éducatives qui sont beaucoup portées par la PJJ que vous avez évoquée. Puis, il peut y avoir des soins pénalement ordonnés, des obligations de soins, des injonctions de soins, qui sont portées, alors ça dépend un peu en fonction des territoires, mais par la pédopsychiatrie. Voilà. D'accord. Une fois la judiciarisation, quel est le taux de récidive des auteurs d'agressions sexuelles, du coup, auteurs mineurs et auteurs majeurs? Alors, auteur mineur, c'est une très bonne question. Je n'ai pas le chiffre, je ne suis pas sûre qu'il existe. En fait, très peu de données sur les mineurs auteurs de violences sexuelles, et ça fait partie des choses qui ont été pointées aussi lors de l'audition publique de 2018 dont je vous parlais. Oui. Entre parenthèses, vous pouvez aller consulter. Il y a tous les rapports de l'audition Oui. publique sur les sites de la Et il y a Fédération. des vidéos qui existent aussi sur YouTube, Voilà, des exactement. Exactement. Donc, avec vraiment tous les experts de la question qui se prononcent sur le sujet. Donc, une des préconisations, c'est de mener des études pour avoir beaucoup plus de données sur les mineurs auteurs de violences sexuelles, que ce soit en termes de profil clinique, de prise en charge éducative, médicale. Donc ça, on a un projet en cours d'études nationales avec la PJJ autour de ce sujet, qui est vraiment un sujet important. Donc la question de la récidive, bien sûr, c'est une question importante et qu'il faudra analyser aussi. Mais globalement, ce qu'on sait sur les faits de violences sexuelles, tout confondu, c'est que la récidive est assez faible. Alors après, c'est un chiffre à prendre avec des pincettes, je vais vous expliquer pourquoi, mais de toute façon, vous avez compris que les chiffres, en termes de violence sexuelle, il faut toujours être très prudent dans la façon dont on les utilise, mais si on prend toutes les infractions à caractère sexuel, la récidive est très faible, elle est de moins de 5%. Mais il est bien évident que, donc c'est là que je vais nuancer, un père incestueux, par exemple, souvent il est condamné longtemps après les faits. Il fait une longue peine de prison et quand il ressort de prison, les enfants sont adultes, donc les agressions sexuelles ne se répètent pas. Voilà. C'est un peu différent pour des personnes qui... Pour nous, le profil le plus inquiétant en termes de récidive, c'est des personnes qui ont agressé sexuellement des enfants en extra-familial, donc qui sont en contact de l'inceste, et qui ont déjà récidivé, en fait. Plus on récidive, plus on a de risque de récidiver. Et quel impact a l'accompagnement thérapeutique, la prise en charge dans ce taux de récidive? C'est un des facteurs protecteurs ou de risque, ça dépend comment on l'analyse, mais en tout cas, le fait d'être bien suivi, d'avoir une bonne alliance thérapeutique avec les thérapeutes est un facteur protecteur, donc c'est-à-dire qui diminue le risque de récidive. D'accord. Après, ce n'est pas le facteur le plus puissant en termes de diminution du risque de récidive, ça il faut le savoir aussi, c'est-à-dire que le soin est important mais ne peut pas tout.
Et les facteurs les plus importants en termes de diminution du risque de récidive, c'est le fait d'avoir un logement, un travail, un environnement social stable. Ok. Il y a quelque chose peut-être dont j'ai pas peu encore parlé, mais c'est dans les facteurs précipitant le passage à l'acte aussi, il y a le fait d'aller mal soi-même. Et ça, on le sait. Et donc, plus les personnes vont mal, et plus elles passent à l'acte, et plus elles peuvent récidiver. Et C'est-à-dire une instabilité émotionnelle ou une instabilité dans l'environnement, ça peut entraîner un passage à l'acte plus rapide. exactement. Surtout chez des personnes qui ont une fragilité narcissique, donc une fragilité de l'estime de soi. Si à un moment donné, elles perdent leur logement, il y a une séparation amoureuse, et que les choses se multiplient comme ça, il y a quelque chose qui dégringole et qui favorise le passage à l'acte et l'agression. Okay. Au terme de la prise en charge, quel regard un pédocriminel porte-t-il sur les actes qu'il a commis? En fait, la question derrière, c'est est-ce qu'ils ont conscience, alors je pense que c'est variable et qu'on ne peut pas faire de généralité, mais est-ce qu'il y a parfois du regret, une prise de conscience de ce qui s'est joué? Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Alors, je vais vous dire oui, je vais détailler un peu. Je vais vous dire en même temps prudence, parce que comme vous l'avez dit, alors ce n'est pas le cas de tous, hein, il y a des personnes même qui reconnaîtront jamais les faits. Ce n'est pas un facteur de risque de récidive, ça, aussi étonnant que ça puisse paraître. C'est-à-dire qu'on sait qu'une personne qui ne reconnaît pas les faits n'a pas plus de risque de recommencer que quelqu'un qui les reconnaît. Ça, c'est un peu contre-intuitif, c'est pour ça que je vous le dis. Bon, après, nous, en thérapie, c'est quand même important pour nous que la personne reconnaisse les faits. Ça, c'est la première chose, parce que après, on peut travailler d'autres choses, hein, si elle ne reconnaît pas. Mais bon, on considère quand même que c'est une étape importante. Donc, la reconnaissance des faits, c'est une chose. Et après, la question de la reconnaissance ou de la compréhension des conséquences que ça peut avoir sur les victimes. Alors oui, bien sûr, il y a des auteurs qui regrettent, qui font part de la perception qu'ils ont aujourd'hui de ce qu'ils ont pu faire subir à d'autres. Et pour nous, ça, c'est aussi quelque chose de très important, parce qu'on sait, comme je vous le disais tout à l'heure, que c'est un levier important sur la diminution du risque de passage à l'acte. C'est quand on a conscience du mal qu'on fait à autrui. Et puis, c'est d'ailleurs pour ça, parce qu'on sait qu'il y a des auteurs, au contraire, que c'est quand même quelque chose d'important, qui a ce qu'on appelle depuis 2014 en France la justice restaurative. La justice restaurative, c'est l'idée de faire se rencontrer, alors dans un cadre très travaillé, structuré, étayé, hein, avec des personnes formées, des auteurs de violences sexuelles. Ça ne se fait pas que pour les violences sexuelles, mais en l'occurrence, là, on parle de violences sexuelles, des auteurs de violences sexuelles et des victimes de violences sexuelles. Alors, des gens qui sont volontaires, hein, bien entendu. Et l'idée, et moi je peux vous ramener l'expérience du premier groupe qu'on a mené à Toulouse l'année dernière. Ce n'est pas moi qui l'ai animé, mais avec le CRIAPS, ont supervisé les animatrices qui ont fait un travail absolument extraordinaire. Et c'était vraiment extrêmement intéressant de voir la façon dont les auteurs avaient bougé justement sur leur compréhension de ce qu'ils avaient pu faire subir aux victimes de leurs actes, et la façon aussi dont les victimes rapporter des changements dans leur propre vécu, du fait d'avoir pu discuter avec ces personnes qui avaient commis des agressions sexuelles. Okay. Il y a une question par rapport à ce suivi de Lulu Bloire qui demande si, lors d'un emprisonnement, est-ce que le suivi pour un pédocriminel est systématique, voire obligatoire? Est-ce qu'il est fixé par le juge en fonction de l'affaire, de sa gravité? Oui, alors on ne peut pas, il n'y a pas de soins obligatoires en prison en France. Donc ça, c'est la règle générale. Il y a des soins pénalement ordonnés à la sortie de prison, donc là qui sont Donc des injonctions de soins, c'est ça? Voilà, l'injonction et l'obligation de soins, les deux, c'est un peu différent. Mais, Okay. Donc ça existe à la sortie de prison. En revanche, la loi en France, c'est qu'on ne peut pas obliger des personnes à se soigner en prison. Et d'ailleurs, si elles présentent une pathologie psychiatrique très grave, qu'elles décompensent complètement en prison, elles sont extraites à l'hôpital pour être soignées. Voilà. On n'oblige pas à des soins en prison. Bon. Mais quand même, depuis 1998, il y a un dispositif qu'on appelle un dispositif d'incitation aux soins pour les personnes qui seront en injonction de soins après leur peine d'incarcération. Donc l'incitation aux soins, ça a été fait pour les auteurs d'infractions à caractère sexuel au départ, et ça consiste à donc, inciter très fortement les personnes à être suivies, et notamment par le biais des remises de peines supplémentaires qui ne sont pas attribuées si les personnes ne sont pas suivies en détention. Voilà, c'est-à-dire que si la personne refuse d'être suivie, elle fera une plus longue peine que si elle accepte d'être suivie.
Ok, donc ça joue sur le temps dont l'agresseur, le pédocriminel, va rester en prison aussi. Voilà, c'est ça. Et donc, en pratique, la plupart des auteurs d'infractions à caractère sexuel sont suivis en détention, Ok. sachant qu'en plus, il y a 22 centres de détention en France qui sont plus spécifiquement fléchés dans la prise en charge des auteurs d'infractions à caractère sexuel, dans le centre de détention où je travaille, et donc avec des dispositifs de suivi étayés et voilà, spécialisés dans ces prises en charge. Ok. Dans le cheminement thérapeutique des victimes d'agressions sexuelles, nous avons entendu plusieurs victimes dire qu'à un moment, certaines disent un jour dépasser le statut de victime. Qu'en est-il des auteurs d'agressions sexuelles? Elle n'est pas facile cette question parce que c'est pas du tout comparable, je pense, dans les conséquences psychiques, hein, le fait d'avoir été Mhm. victime et le fait d'être auteur. Même si on l'a vu tout à l'heure, hein, il y a des personnes qui ont pu être victimes Victime. puis auteurs. Ce qui est certain, c'est que pour diminuer le risque de récidive, c'est ce que je vous disais, à la sortie de prison, et donc pendant la peine aussi, hein, pendant l'incarcération, on travaille sur le fait de ne pas limiter l'identité de la personne au statut d'auteur de violence sexuelles, parce que on sait que précisément c'est en permettant à la personne de s'identifier à autre chose qu'on va diminuer le risque de récidive. Mhm. La personne ne se vit que comme un auteur de violence sexuelle, on augmente le risque de recommencer à être un auteur de violence sexuelle. Ok. Ça, pour moi, cette question, elle va en lien aussi avec une question sociétale, c'est-à-dire est-ce qu'actuellement, la société donne aux pédocriminels, après avoir purgé leur peine, la possibilité de se réinsérer? Il faudra poser la question aux personnes concernées, mais de façon très globale, en France actuellement, à la sortie de prison, notamment après des longues peines et des choses graves, c'est compliqué de se réinsérer. Je crois qu'on peut tous en convenir. C'est compliqué parce que sur un CV, sortant de prison, c'est compliqué pour trouver un logement, c'est compliqué pour trouver un emploi, c'est compliqué pour retrouver un réseau social. Alors même, et c'est là tout le paradoxe, et pour nous un écueil, hein, une vraie difficulté, alors même qu'on sait que c'est ce qui va diminuer le risque de récidive. Alors c'est vrai que dans d'autres pays, avec d'autres cultures, hein, des cultures un peu différentes, comme le Canada par exemple, ils ont mis en place des dispositifs, notamment les cercles de soutien et de responsabilité. Alors, je vous le cite comme exemple parce que c'est intéressant, ça paraît un peu fou vu de chez nous, et en même temps, il y a des expériences qui se font aussi en France, hein. C'est des bénévoles ou des gens de la société qui ont été formés et qui acceptent de rencontrer la personne sortie de prison régulièrement, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Plus on est loin de la sortie de prison et plus ça s'espace. Dans les premiers temps, notamment de la sortie de prison, qui est particulièrement à risque, pour favoriser la réinsertion sociale, en fait, et casser un peu la stigmatisation sortant de prison et l'identité unique sortant de prison. Et ça montre une efficacité sur la diminution de la récidive, par exemple. Mhm. Donc ça veut dire qu'il existe des choses qu'on peut mettre en place dans la prise en charge et qui permettent vraiment de diminuer les récidives et donc le taux d'agression sexuelle sur mineurs. Oui. Ok. Et j'ai perdu mon fil. Pourquoi est-ce que c'est encore tabou de prendre en charge les auteurs de violences sexuelles si on sait que cette prise en charge, elle est nécessaire? C'est vous qui allez me le dire. Non, mais elle est compliquée, cette question de prendre en charge les auteurs de violences, parce que, alors elle est compliquée, elle n'est pas compliquée. Si on est sur une réflexion de prévention globale de la violence et d'efficacité, les chiffres, les études, et à la fois de la médecine, mais des sciences humaines en général, sont très concordants pour dire que si on veut prévenir la violence efficacement, il faut s'occuper des auteurs, c'est une évidence, pour éviter qu'ils ne recommencent, qu'ils ne récidivent et qu'ils fassent de nouvelles victimes. Et puis, encore mieux, il faut faire de la prévention en amont, c'est ce que je vous disais, pour éviter qu'il y ait des personnes qui deviennent des Mhm. auteurs de violence alors qu'on pouvait infléchir la trajectoire. Après, là où c'est difficile, c'est que ça nécessite des moyens, c'est vrai, des moyens humains. Mhm.
et que quand on a été victime, ça peut être compliqué, cette idée-là. Mais en même temps, nous, on travaille beaucoup avec les associations d'aide aux victimes, les associations de protection de l'enfance en ce qui concerne les mineurs. Et à un moment donné, tout le monde est d'accord pour dire OK, donc là, on veut travailler efficacement sur la prévention de la violence. Alors, on se met tous autour de la table. Et il faut que tout le monde soit là. Ceux qui s'occupent des victimes, ceux qui aident les victimes, ceux qui s'occupent des auteurs, ceux qui s'occupent des enfants en général, l'éducation nationale, ceux qui s'occupent des enfants quand ils font du sport, le ministère des Sports, etc. Et les politiques aussi, bien sûr, parce qu'il faut qu'ils soient là quand même, pour soutenir ça. Et si on est tous autour de la table et qu'on travaille tous en confiance et collectivement, alors là, on sait qu'on va être efficace et qu'on n'aura pas d'angle mort. Voilà, donc ça pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important qui est une évidence dans d'autres pays et qui, je crois, est en train de le devenir en France. Je vous fais juste remonter une réaction parce qu'on a parlé de la diminution de la récidive et Valérie Desbraillers réagit en disant ça veut dire qu'on tolère donc un minima comme taux d'agression sexuelle. Alors, comme taux d'agression sexuelle ou comme taux de récidive? Parce que ce n'est pas tout à fait la même question. Alors, c'était pendant qu'on parlait des récidives, donc je ne sais pas. Elle marque seulement comme taux d'agression sexuelle. Non, alors, l'objectif, c'est zéro violence. Zéro violence sexuelle, zéro victime. L'objectif, ça doit être celui-là, zéro victime. Mais c'est pour ça que je fais préciser, parce que la question de la récidive est une chose, mais encore une fois, pour nous, il faut agir même en amont de ça. L'objectif, c'est zéro violence, donc ça veut dire développer toutes ces actions de prévention qu'on vient d'évoquer ensemble. Puis la prévention en médecine, c'est la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Alors, je fais un petit détour parce que c'est important dans ce débat-là. Prévention primaire, c'est auprès de la population générale. C'est fondamental. Donc tous les enfants, à l'école, on doit apprendre à tous les enfants à dire non, c'est vrai, quand ils n'ont pas envie, mais aussi à respecter le non de l'autre, à respecter le consentement de l'autre. Alors, il faut adapter à l'âge des enfants, mais ça doit commencer tôt. Le respect de l'autre, le respect de l'intimité de l'autre, bon, tout ça, c'est très important. C'est de la prévention primaire. Prévention secondaire, c'est quand on cible une population plus à risque de commettre des violences. Par exemple, les personnes qui présentent un trouble pédophilique, elles sont plus à risque d'agresser sexuellement des enfants. Donc, on cible cette population-là. Et prévention tertiaire, et il faut négliger aucune dimension. Prévention tertiaire, c'est quand on prend en charge des personnes qui sont déjà passées à l'acte et on les prend en charge pour qu'elles ne recommencent pas. L'objectif, c'est zéro victime. Est-ce qu'on y arrivera un jour? Je ne sais pas. Je le souhaite de tout mon cœur. En tout cas, j'y travaille beaucoup. Mais ce qui est certain, c'est qu'on y arrivera ensemble, collectivement. Vous parliez de prévention. Pourquoi est-ce que dans la prévention, on ne pose pas la question sur les violences commises comme on le fait pour les violences subies? Alors, effectivement, ça, je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut dire et redire. On a pris l'habitude maintenant, mais c'est pas si ancien non plus, hein. La question de la violence, de manière générale, est à la fois tabou dans notre société, à la fois a été banalisée très longtemps, hein. On le voit notamment dans les violences conjugales, hein, c'est un très bel exemple de la banalisation de la violence, par exemple. Donc, ça a été banalisé longtemps. Donc, depuis maintenant quelques années, voire quelques décennies, on pose effectivement la question, notamment dans les entretiens de dépistage, de prévention, de médecine scolaire, où les sages-femmes aussi maintenant posent la question très systématiquement des violences subies dans l'histoire de la personne. Et c'est très important de poser ces questions parce qu'il faut absolument qu'il y ait des prises en charge adaptées. Mais la question de la violence agie, elle est rarement posée. Et c'est très dommage parce que on sait qu'on peut qu'on peut ouvrir un espace de parole, qu'on peut ouvrir une porte pour éviter là aussi que ça recommence et pour proposer des prises en charge adaptées. Pourquoi elle n'est pas posée cette question? Dans mon expérience un peu de centre ressources, de CRIAFS, les professionnels ne sont pas toujours à l'aise avec ça. Et notamment, ne sont pas toujours à l'aise avec que faire de l'information. Voilà. Si cette personne dans mon cabinet me dit qu'elle a été violente avec ses enfants, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il faut signaler, pas signaler? Comment on signale? Comment on aide les enfants? Ça, c'est des questions qui sont à travailler beaucoup aussi avec tous les professionnels, et pas que les professionnels, tous les intervenants, parce que dès lors que les personnes sont tranquilles avec le cadre d'intervention,
Alors oui, il faut signaler un mineur en danger. Oui, il faut expliquer comment on signale un mineur en danger. Je pense que la question sera d'autant plus facilement posée. Et la question est d'autant plus facilement posée qu'on a quelque chose à proposer derrière aussi. Donc plus on développe les dispositifs de prise en charge, plus on facilite le fait de faire du dépistage. Vous parliez dans la prise en charge, donc il existe une justice restaurative. Est-ce que vous pensez que c'est le futur? Que ça peut être un futur de la prise, d'une prise en charge des auteurs de violences sexuelles? Je ne sais pas si c'est le futur. En tout cas, je pense que c'est une dimension qu'il ne faut pas négliger. Parce que, alors, encore une fois, la justice restaurative, ce n'est pas que pour les auteurs de violences sexuelles. Hein, c'est valable dans beaucoup d'autres champs de la justice et des violences en particulier. Je pense que c'est une dimension fondamentale parce que potentiellement très efficace, à la fois sur les auteurs, là aussi, hein, pour diminuer le risque de récidive, parce qu'en termes de prise de conscience des souffrances que ça a pu produire chez les victimes, c'est très puissant. Et pour les victimes, puisque ça paraît peut-être moins évident, mais dans les expériences que j'ai pu observer de justice restaurative, c'est très fort. Les victimes qui ont participé ressortent des choses très positives dans leurs témoignages, et ça, c'est très riche aussi pour nous. Donc oui, je pense que c'est une dimension qui est pas du soin, qui est pas de la sanction. Il faut aussi de la sanction, il faut aussi du soin, mais cette dimension qui est plus sociale ou sociétale d'ailleurs, hein, en tout cas là aussi collective, elle est fondamentale. Comment c'est cadré par la justice pour éviter les dérapages, tout simplement, cette justice restaurative entre victimes et auteurs? Alors ça, je vous l'ai dit, et c'est vraiment absolument fondamental. Il faut que ce soit très bien cadré parce qu'on va quand même mobiliser des choses difficiles, douloureuses pour les uns et pour les autres, avec beaucoup d'émotions souvent. Donc, il faut des personnes formées d'abord. Donc actuellement, il y a plusieurs dispositifs de justice restaurative dans le monde. Il y a des instituts donc en France, il y a l'Institut français de justice restaurative, par exemple, qui forment les professionnels. Le groupe dont je vous parlais, qui a eu lieu l'année dernière à Toulouse pour la première fois, auteurs et victimes de violences sexuelles, c'était animé par une conseillère d'insertion et de probation et une professionnelle, une personne qui travaille chez France Victimes. Toutes les deux avaient été formées à la justice restaurative. Il y a aussi des membres, ce qu'on appelle des membres de la communauté, donc, qui sont des bénévoles, mais qui n'ont pas été auteurs, qui n'ont pas été victimes et qui participent bénévolement à ce type de dispositif. Et c'est très important aussi, c'est représenter, l'idée c'est que l'ensemble de la société, et puis on rencontre les personnes, donc les auteurs et les victimes avant. Donc déjà c'est une démarche volontaire, ça je vous l'ai dit, mais non seulement c'est volontaire, mais les personnes doivent être parfaitement informées du cadre, de la durée des séances, de ce qu'on a le droit d'y dire, de ce qu'on n'a pas le droit d'y dire, de la confidentialité, comment ça se passe si je me sens mal, comment ça se passe si je me sens mal en rentrant chez moi, qui je peux appeler, etc. Et ça c'est la condition absolue pour que ça se passe bien. Ok. Je posais cette question parce qu'il y a quelques dérapages qui sont apparus avec l'association L'Ange Bleu, et du coup, il y a des questions qui sont venues par rapport à ça. Que pensez-vous, alors c'est une question de Georges Buzelin, que pensez-vous des thérapeutes qui proposent des soins identiques, que l'on soit victime ou agresseur? Je pense il dit, je pense par exemple à des stages d'escrime, donc je pense qu'il parle des stages d'escrime organisés par Violaine Guérin, et qui donc dans l'association Stop aux violences sexuelles, et qui intervient aussi en milieu pénitentiaire. C'est très difficile de se prononcer sur des choses qu'on ne connaît pas ou peu. Je n'ai jamais assisté à ces thérapies. Je serais donc bien en difficulté pour vous en dire quelque chose, à la fois sur les victimes ou sur les auteurs. Comme pour l'Ange Bleu d'ailleurs, hein, c'est des choses des associations qui travaillent sur les violences sexuelles, qui ont mis en place des choses novatrices parfois, mais moi, en tout cas de ma place personnellement, je n'ai pas été formée à ces méthodes et je n'ai pas assisté non plus à la pratique de ces méthodes. Donc je suis un peu en difficulté pour vous répondre. Ça marche. Je pense qu'ils comprendront très bien que vous ne pouvez pas avoir réponse à tout. Et c'est déjà très honnête de votre part d'en faire part. Comment se passe la prise en charge des auteurs de violences sexuelles qui sont en situation de handicap? Oui, c'est une très bonne question. Handicap psychique, du coup Alors, c'est pas indiqué. Je pense que oui, on est dans du handicap mental, oui. C'est pour ça que l'évaluation de départ, l'évaluation clinique,
initial est absolument fondamental. Parce que s'il y a un handicap psychique, d'abord, il faut le définir. Il faut l'évaluer et en fonction, bien entendu, on va adapter la prise en charge. Et c'est tout à fait évident qu'on ne va pas du tout proposer la même prise en charge à une personne qui souffre d'un handicap psychique, qui présente un handicap psychique ou qui présente une déficience intellectuelle, par exemple. On va à chaque fois adapter la prise en charge, adapter les outils qu'on va utiliser, bien évidemment. Je voulais revenir à l'image du pédocriminel dans la société, notamment parce que dernièrement, on a eu quelques affaires, des artistes pédocriminels, par exemple, qui sont reconnus pour leur talent et qui ensuite, on en vient à dénigrer leur œuvre. Est-ce que le fait d'être pédocriminel ou pédophile, pourquoi on reste en fait sur un mythe quelque part je suis en train de me perdre dans ma propre question. En fait, je voulais en revenir au mythe de l'agresseur et au mythe d'auteur de violences sexuelles, parce que je sais que c'est une des missions de recherche du CRIAFS et je voudrais que vous nous en parliez plus profondément. De déconstruire oui, mythes, c'est ça. Oui. Oui, alors, en tout cas, c'est vrai que là aussi, vous avez compris, je crois qu'on aime bien travailler en pluridisciplinaire et que la question de l'auteur de violences sexuelles, elle n'est pas que médicale, loin de là. Et elle est sociale et sociétale aussi. Et on l'a vu beaucoup d'ailleurs avec le mouvement MeToo et Balance ton corps. Donc nous, on a un sociologue qui travaille avec nous à mi-temps au CRIAFS Midi-Pyrénées. Donc on travaille beaucoup ces questions-là. Et pour nous, c'est très important de déconstruire les stéréotypes. Parce que si on reste sur un stéréotype, on passe à côté de la réalité des violences sexuelles, on n'est pas efficace. Mais dans tous les sens, les stéréotypes, c'est-à-dire que le fait d'être un artiste, aussi reconnu soit-il, ne protège pas du fait de commettre des violences sexuelles et n'atténue pas la gravité. Voilà, ce qui peut être compliqué, pour autant, je pense qu'il faut vraiment distinguer les champs. Hein. Mais je pense qu'il faut. Ce qui peut être compliqué, c'est aussi les messages véhiculés par ces personnes. Et si vous faites allusion à l'affaire Matzneff, alors encore une fois, c'était une autre époque et il était loin d'être le seul à défendre. Pas forcément, je pense plutôt par exemple. J'ai perdu le nom, mais ce qui s'est passé au Festival de Cannes, par exemple, c'était cette année ou l'année dernière? Oui, alors, après, je ne sais pas quelle est votre question, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la question des violences sexuelles, elle traverse tous les milieux. Voilà. Si le stéréotype, c'est que ça touche les milieux précaires ou les milieux pauvres ou les milieux avec peu d'éducation, ben, c'est une erreur fondamentale. Et que ça touche absolument tous les milieux, que ce soit tous les milieux sociaux, tous les milieux culturels. On l'a beaucoup vu ces derniers temps et tant mieux, ça libère une parole dans les milieux sportifs, dans les milieux culturels, dans les milieux du cinéma. Et ça, peut-être que ce qui a été compliqué longtemps aussi, c'est pour ça que je vous disais les chiffres judiciaires, il faut s'en méfier, parce qu'en prison, par contre, on retrouvait pas toutes ces populations-là. On retrouvait beaucoup plus fréquemment, et on retrouve encore beaucoup plus fréquemment les milieux plus précaires. Alors pourquoi ? On peut faire plusieurs hypothèses, mais une des raisons, c'est que dans les milieux précaires, il y a un regard des assistantes sociales, des services sociaux beaucoup plus présents. Et donc peut-être que les choses sortent plus rapidement. Dans les milieux plus aisés ou plus culturels ou que sais-je, c'est encore plus secret, encore plus caché. Et quand bien même parfois ça émerge, la parole se libère un peu, mais elle est encore plus étouffée d'une certaine manière. En tout cas, il y a ce risque-là. Et donc ça, c'est vraiment important aussi pour nous tous de dire et de redire que ça traverse tous les milieux et qu'il faut s'en préoccuper partout. Il y a un autre stéréotype aussi, c'est que le pédocriminel, c'est un monstre, c'est celui qu'on ne voit pas, etc. Est-ce que c'est réellement le cas ? Ben non, non, évidemment non. Et c'est bien là, je ne sais pas si c'est le drame ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, le pédocriminel, dans 3 quarts des cas, il est dans l'entourage proche des enfants.
C'est la famille, c'est le prof de sport. Qui peut être gentil, qui peut être drôle, qui peut avoir une stabilité. Exactement. Et c'est ça qui va d'ailleurs souvent faire que la parole est d'autant plus longue à se libérer. Et c'est ça qui va faire aussi chez les enfants victimes la complexité du traumatisme souvent. C'est qu'il y a eu des relations affectives. Il n'y a pas eu que l'agression sexuelle. Il y a aussi des relations affectives qui souvent d'ailleurs ont été ont existé avant l'agression. Et du coup, ça crée chez les enfants une perte absolue de repère, parce que celui qui a fait du mal, c'est celui qu'on aimait bien, avec qui on s'entendait bien, en qui on avait confiance. Comment on aborde finalement l'humain derrière l'agresseur? C'est bien ça qu'on va aller chercher, parce que si on veut travailler, si on veut diminuer le risque de récidive, il faut aller chercher l'humain. Il faut aller s'appuyer là-dessus. Il faut aller aider les personnes à se connaître, à repérer leurs zones d'ombre, les zones très à risque, et puis à se décaler de ça pour s'appuyer sur nous, ce qu'on appelle en psychiatrie les parties saines. Toujours. Parfois, elles sont plus ou moins importantes, et c'est ça qui fait qu'on va être plus ou moins optimiste sur l'avenir des prises en charge, mais il faut s'appuyer toujours sur cette partie-là. Ok. Là, pendant tout l'interview, vous nous avez répondu en tant que psychiatre, mais la citoyenne, la mère que vous êtes, qu'est-ce qu'elle pense de la réalité des violences sexuelles sur mineurs et de la prise en charge des auteurs? La même chose. Non, mais je crois qu'on ne peut pas dissocier complètement les deux, surtout les trois d'ailleurs, surtout quand on travaille dans ce champ-là, et parce que pour travailler dans ce champ-là, il faut y mettre beaucoup d'énergie. Et donc, cette énergie-là, on peut la mettre quand on y croit. Et moi, je crois d'abord, vous l'avez dit, je suis maman, et j'ai très envie que mon enfant, que nos enfants soient protégés des violences et des violences sexuelles. Et que si on veut qu'ils soient protégés efficacement, il faut prendre en charge les auteurs, et surtout, il faut prévenir efficacement, le plus tôt possible. Dans ce cas-là, pourquoi la pédophilie n'est pas une cause? Quelque chose qu'on va pouvoir, où on va pouvoir mettre de l'argent, faire de la publicité pour lutter contre la pédophilie et les violences sexuelles sur mineurs. Mais la lutte contre la pédophilie, c'est une cause. Et je crois que les gens sont en train Alors, la lutte contre la pédocriminalité, d'ailleurs, si on veut être parfaitement exact. La lutte contre la pédocriminalité, c'est une cause, et c'est une cause importante. Et je crois que les politiques aussi sont en train de s'en saisir. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a le numéro dont je vous ai parlé. Il y a des financements qui sont mis en place pour soutenir ces dispositifs, dès lors qu'on sait qu'il y a une efficacité sur la diminution des violences sexuelles faites sur des enfants. Le numéro dont vous parlez, il est disponible sur le même document qui est accessible à partir du contact de la page Forum de l'enfance libre pour ceux qui ont besoin d'aller appeler ce numéro. Est-ce qu'il ne serait pas temps de mettre en place une campagne diffusée avant le JT de 20h, par exemple, destinée à ceux qui sont passés à l'acte, qui y pensent ou qui sentent qu'ils vont passer à l'acte? Si, je ne sais pas s'il est temps, mais en tout cas, clairement, ça fait partie des choses qui existent déjà dans d'autres pays et qui, en fait, sont essentielles si on veut que le dispositif soit efficace. C'est-à-dire qu'il existe un dispositif d'évaluation et de soins pour les auteurs de violences sexuelles ou pour les personnes attirées sexuellement par les enfants, c'est fondamental. Mais encore faut-il que ce dispositif soit connu des personnes ciblées qui présentent ce type de problématique. Voilà. Donc, si on veut que ce soit vraiment efficace, déjà, ce qu'on fait là, d'en parler, c'est très important. Mais ça ne suffit pas. Et il faut des campagnes de diffusion grand public. Voilà. Alors, avec beaucoup de prudence, parce que c'est des sujets très compliqués, très difficiles, et puis parce que le grand public, c'est tout le monde, c'est aussi les enfants, voilà. Mais beaucoup de subtilité, mais ça existe dans d'autres pays et ça fonctionne, alors pourquoi pas chez nous? J'ai une question d'un spectateur. Certaines victimes ont subi un véritable meurtre psychologique, comme le dit Muriel Salmola, que l'on peut avoir du mal à s'imaginer la possibilité d'une rencontre avec de potentiels agresseurs. Ne pensez-vous pas?
Si, absolument. Complètement. Et c'est vrai que je n'ai peut-être pas assez précisé ça quand on a parlé de justice restaurative. C'est très utile, je pense, pour certains auteurs, c'est très utile, je pense, pour certaines victimes, mais certainement pas pour tous. Et ça fait partie des choses absolument essentielles à évaluer au préalable. Et c'est pour ça qu'il y a des professionnels formés qui doivent vraiment évaluer ça. Et si on a la moindre inquiétude sur le fait que ça puisse avoir des conséquences ou un impact négatif psychologiquement pour les personnes, il ne faut pas le faire. Ok. Bah, on va terminer sur ça. Merci beaucoup, Anne-Hélène Moncani, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à tous les spectateurs qui ont posé plein de questions. Je vous invite à aller voir les questions après. J'en ai fait passer le plus possible, mais parfois c'était pas possible parce que trop spécifique. Donc voilà, si vous avez envie d'y répondre, vous êtes chaleureusement invités à y répondre. Demain, nous recevons Muguette Dini, ancienne sénatrice à l'origine du proposition de loi en 2014 pour repousser le délai de prescription et présidente de Stop aux violences sexuelles dans le Rhône. Nous parlerons politique et protection de l'enfance. Cette vidéo est disponible dès maintenant en replay. N'hésitez pas à continuer à commenter pour ceux qui arrivent plus tard. À demain, 20h. Merci encore Anne-Hélène Moncani pour vos réponses ce soir. Merci à vous.